Dans ce chapitre, nous abordons la deuxième partie de la transmission synaptique, c'est-à-dire ce qui se passe dans la membrane postsynaptique du neurone postsynaptique lorsque le neurotransmetteur se fixe sur ses récepteurs postsynaptiques. Dans ce chapitre, nous allons étudier le neurotransmetteur glutamate et les effets du glutamate sur ces récepteurs qui sont des récepteurs canaux glutamate. Pour comprendre le fonctionnement d'une synapse glutamatergique, on peut faire l'expérience suivante. On enregistre des neurones connectés. Le neurone ici est dit afférent au neurone qui est ici, qui est dit postsynaptique. Donc celui-ci est présynaptique et celui-ci est postsynaptique. On enregistre l'activité de ces neurones en configuration cellule entière et en mode courant imposé afin d'enregistrer des changements de potentiel. C'est une expérience assez difficile parce qu'en fait, il faut trouver des neurones qui sont connectés entre eux et ce n'est pas évident. Mais quand on y arrive, on peut à ce moment-là enregistrer la réponse du neurone postsynaptique à la stimulation du neurone présynaptique. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on envoie un pulse de courant à travers l'électrode présynaptique d'amplitude suffisante pour évoquer un potentiel d'action présynaptique. Ce potentiel d'action évoqué ici au segment initial se propage tout le long de l'axone, arrive à la terminaison axonale et fait libérer du glutamate. Dans ce cas, on enregistre une réponse postsynaptique qui est une dépolarisation. On voit que c'est une dépolarisation de faible amplitude, si on compare ici l'échelle à l'échelle des potentiels d'action, et que cette dépolarisation est transitoire. On l'appelle PPSE, potentiel postsynaptique excitateur, parce que c'est une dépolarisation, donc il a tendance à aller vers le seuil d'excitation des canaux sodium dans ce neurone-là. C'est pour ça qu'on l'appelle excitateur. Et ce potentiel postsynaptique excitateur est transitoire. On s'est rendu compte qu'il était composite, ce PPSE. On le voit ici, ça c'est celui qu'on a enregistré précédemment qui est en pointillé. On l'appelle contrôle. Il est composite parce qu'on connaissait plusieurs bloquants des récepteurs du glutamate et on s'est rendu compte que par exemple si on met un bloquant qu'on appelle ici l'APV, eh bien on voit que le décours temporel du PPSE change. Si on met un autre bloquant maintenant après l'APV ici, donc vous avez la trace précédente, on met un deuxième bloquant, le NBQX, 1 micromolaire, eh bien on n'a plus rien du tout. Et dans certains cas, il subsiste encore une petite réponse. L'interprétation est la suivante. Ici, en contrôle, on a une réponse qui est composite. Cette réponse est composée de la réponse due aux récepteurs qui sont ici kainate, récepteurs qui sont ici AMPA, et là, ici, NMDA si on faisait la soustraction. Le PPSE glutamate est ainsi composé de plusieurs types de PPSE parce qu'il est composé de plusieurs types de courants et nous allons les étudier un à un. En conclusion, il y a 2 courants glutamate sous-jacents à ce PPSE contrôle dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, il y a 3 courants glutamate. Alors, les 2 courants glutamate dans ce cas-là s'appellent courant NMDA et courant AMPA. Et dans ce cas-là, ils s'appellent courant NMDA, courant AMPA et courant kainate. Nous allons étudier le courant AMPA et le courant NMDA, mais nous n'étudierons pas le courant kainate. S'il y a plusieurs types de PPSE glutamate, c'est qu'il y a plusieurs types de récepteurs du glutamate. Il y a en effet des récepteurs ionotropiques, qu'on appelle récepteurs canaux, et des récepteurs métabotropiques. Parmi les récepteurs ionotropiques, il y a les récepteurs AMPA, les récepteurs NMDA et les récepteurs kainate. Ces 3 récepteurs ionotropiques sont localisés dans la membrane postsynaptique. Quelquefois, il y a seulement les récepteurs AMPA dans la membrane postsynaptique, quelquefois, il y a les récepteurs AMPA et NMDA, et quelquefois les 3. Voilà un modèle de sous-unité d'un récepteur canal du glutamate. On voit ici la protéine sous sa forme linéaire. Il y a 4 domaines transmembranaires, un domaine N-terminal et un domaine C-terminal. Voilà la sous-unité telle qu'on pense qu'elle se situe dans la membrane. Il y a un domaine N-terminal, puis un domaine N-terminal aussi, mais où se fixe l'agoniste, donc là du glutamate par exemple, puis 4 segments transmembranaires et une terminaison C-terminale qui est à l'intérieur de la membrane.
Il faut 4 sous-unités de ce type pour faire un canal, on le voit ici, et il faut 2 molécules de glutamate pour ouvrir le canal. Donc si 2 molécules de glutamate se fixent, le canal s'ouvre et les ions peuvent passer. Nous allons voir quel type d'ion passe, suivant qu'il s'agit d'un canal AMPA ou d'un canal NMDA. Et nous allons voir qu'est-ce qui fait ouvrir le canal. C'est certes, c'est le glutamate, mais quelquefois pas seulement. Les 3 types de récepteurs canaux du glutamate sont formés chacun de 4 sous-unités qui ont cette forme générale, mais qui ont bien sûr des particularités pour donner la particularité d'être AMPA, kainate ou NMDA. Ces sous-unités ne sont donc pas identiques, même si elles ont la même forme générale. On les appelle GLU-A pour AMPA, et il y en a de 1 à 4 qui ont été décrites. GLU-K pour kainate, il y en a de 1 à 5 qui ont été décrites. Et GLU-N pour NMDA, et il y en a de 1 à 2 A, B, C, D qui ont été décrites. Ces sous-unités ne se mélangent pas entre elles, ça veut dire que les récepteurs NMDA ne sont formés que de sous-unités GLU-N, que les récepteurs AMPA ne sont formés que de sous-unités GLU-A, et que les récepteurs kainate ne sont formés que de sous-unités GLU-K.